Bonjour à tous, il est 21h, vous êtes sur les ondes de Oui 98.5 FM et c'est le début de notre nouvelle valise littéraire pour ce jeudi 27 octobre 2016. C'est une émission un petit peu spéciale qu'on vous présente avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonsoir Lucie. Comment ça va? Très bien et toi? Ça va, je suis très contente d'avoir cette émission parce qu'on la prépare oui, c'est une émission spéciale. On va vous parler de littérature jeunesse parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le salon du livre à partir de demain et ce jusqu'à dimanche. Donc, il y a des auteurs qui vont être là, qui vont être présents et on a demandé à l'une d'elles, Shelley Rotherham, on lui demandera comment dire son nom de famille pour pas que je me trompe, de venir dans notre émission pour discuter un petit peu de qu'est-ce que ça représente pour elle de faire de la littérature jeunesse et pourquoi elle a choisi ce style-là. Et puis un petit peu plus, on a prévu plusieurs questions pour elle. Quoi qu'il en soit, on commence quand même l'émission comme d'habitude avec un petit quiz. Mais avant ça, on part en musique avec Georges Moustaki et son morceau Les eaux de Mars. Georges Moustaki, Les eaux de Mars, 9h05 et c'est l'heure du quiz. Et aujourd'hui, c'est Valérie qui l'a préparé. Et oui, ma très chère Lucie, es-tu prête? Oui. Alors, comme nous avons une invitée ce soir et une émission spéciale littérature jeunesse, je te propose quelques questions sur la littérature jeunesse. Ok, je vais essayer de me rappeler ce que je lisais quand j'étais jeune. Plus Tu es jeune. toujours jeune. Alors, qui a écrit Les Malheurs de Sophie? La comtesse de Ségur, Alain Fournier ou bien Alphonse Daudet? La comtesse de Ségur. Très bien, bravo. Presque tous lus d'ailleurs. On continue avec un conte. Qui a écrit Le Petit Chaperon Rouge? Ah, ce n'est pas Disney. Non. Est-ce que je peux avoir quelques noms? Alors, nous avons Charles Perrault, ou bien Andersen, ou bien La Fontaine. Alors, j'hésite entre Andersen et Perrault, mais je pense que c'est Perrault. Et oui, tout à fait, c'est Perrault. On continue avec Le Petit Prince. Ça, je sais. Antoine de Saint-Exupéry. Je n'ai même pas besoin de poser la question. Okay. Ah, c'est un classique, hein, quand même, Le Petit Prince. Et oui, on l'a tous lu. D'ailleurs, on finira peut-être en citant Le Petit Prince. Bon, allez, une dernière, un peu plus difficile peut-être. On va voir qui a écrit Cro-Blanc. Quelques propositions? Oui. Est-ce que c'est Stevenson, Balzac ou bien London? Alors, si je me rappelle de notre émission sur les romans d'aventure... C'est une double question pour vérifier les connaissances. Soit c'était Stevenson, soit c'était London, mais je dirais que c'était Jack London. Tout à fait, bravo. Eh bien, félicitations. Merci. Tu t'en es très, très bien. Mais merci de me rappeler ce qu'on a fait dans les émissions passées. Juste un petit rappel, au fait. Tu pourras te venger la semaine prochaine. Non, je n'oserais pas. Mais c'est vrai que pour reparler du Petit Prince, c'est un livre qu'on lit beaucoup quand on est jeune. Et je sais qu'ici, dans les écoles, on lit beaucoup aussi. Mais le thème du livre, finalement, c'est pas non plus l'histoire la plus joyeuse. Hein. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, oui, mais on voit en fait la vie. C'est une micro-société qui nous est dessinée dans ce livre-là. Mais c'est un beau livre, ça a été un de mes préférés pendant très très longtemps. On continue avec bien l'almanach, mais pas d'almanach aujourd'hui. Non, émission spéciale, émission particulière, on a décidé de sauter l'almanach. Et oui, et puis surtout qu'on n'a pas trouvé grand-chose qui se passait non, c'est dans le monde de la littérature et de la culture, il n'y avait pas beaucoup. C'est pas grave, il y aura peut-être l'année prochaine. Alors on va continuer avec les actualités du moment. Et on commence avec le prix Femina. Et oui, le prix Femina a été attribué mardi dernier, le 25 octobre, au roman Le Garçon, écrit par Marcus Malte. C'est un écrivain français de 48 ans et il était en lice avec 4 autres prétendants et succède ainsi à Christophe Potlanski qui était le lauréat l'année dernière. Marcus Malte a obtenu 7 voix pour ce prix et c'est un roman fleuve qu'il a écrit. Ça fait plus de 500 pages et ce roman invite à traverser le début du XXe siècle
aux côtés d'un garçon sans nom. Cette histoire, qui s'étale entre 1908 et 1938, tient à la fois de fresques historiques et on y parle beaucoup de la, je cite, boucherie de 1914-1918. Et c'est aussi un roman d'initiation. Ce livre est une grande épopée, une histoire magnifique qui ressuscite le mythe de l'enfant sauvage qui parvient à la civilisation, a déclaré Mona Ozouf, présidente du prix Femina. C'est un grand roman d'apprentissage, une allégorie de l'ensauvagement des hommes par la guerre, a-t-elle ajouté. Marcus Malt est aussi l'auteur d'une dizaine de romans. Le prix Femina a aussi été attribué pour le prix du roman étranger à Rabib Alemedine pour son livre Les vies de papier, publié aux éditions Les Escales. Et le prix Femina de l'essai a été donné à Charlotte Delbo pour son livre La vie retrouvée. Vous pouvez en savoir un petit peu plus sur lemonde.fr quant à ces différentes œuvres. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le prix Femina? Alors le prix Femina en fait a été créé au début du 19e siècle parce que beaucoup de femmes trouvaient qu'en fait tous les prix littéraires étaient surtout jugés par des hommes et offerts à des hommes. Donc en fait, c'est sur un fond de revendication féministe et de lutte pour l'accès à la consécration littéraire par les femmes de lettres que la création du prix Femina au début du 19e siècle fut en réalité une habile opération commerciale orchestrée par la maison d'édition Hachette qui peinait à faire installer son nouveau magazine féminin, La Vie Heureuse, dans un marché qui était pratiquement dominé par un titre concurrent, le magazine Femina. Et ce magazine était devenu omniprésent dans la vie sociale des femmes du tout Paris mondain. Donc c'est un peu un prix finalement qui était une opération de pub et qui fonctionne très bien. Ce petit texte sur qu'est-ce que le prix Femina, je l'ai pris sur le site du prix Femina. Donc c'est comme ça qu'ils se décrivent aussi. Très bien, donc j'ai appris des choses. Quoi d'autre le 25 dans les actualités? Oui, le 25 octobre, tout à fait. Décidément, on aurait dû faire l'almanach mardi dernier. Paul Beatty a remporté mardi le Man Booker Prize, donc on en avait parlé dans une émission précédente. Il a obtenu, grâce à son roman The Sell Out, Moi contre les États-Unis d'Amérique, donc c'est la traduction. Et il est le premier auteur américain à être récompensé par ce prestigieux prix littéraire anglophone, hein, l'un des plus grands prix anglophones. Donc le roman est une satire de la vie urbaine américaine, un livre très dur à digérer, a confié l'auteur lui-même à la BBC. Et le jury du Man Booker Prize a souligné que ce roman était une description choquante et de manière inattendue drôle de sa ville natale, Los Angeles, utilisant la satire pour explorer l'égalité raciale et dans un environnement de fiction. Dans son portrait aussi bien affectueux qu'amèrement ironique de la ville et de ses habitants, Paul Beatty évite les vues convenues sur les relations sociales, les solutions ou les postulats, a estimé le jury, et l'auteur présente à travers son héros honnête et bien intentionné une vision innocente de son monde corrompu. Paul Beatty a reçu la récompense des mains du prince Charles et de son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles. The Sell Out est le 4e roman de Paul Beatty. Plus tôt cette année, il lui a valu aussi le prix National Books Critics Circle Award, décerné par les critiques littéraires américains. Donc il a à la fois la reconnaissance anglophone et américaine. Décerné pour la première fois en 1969, donc le Man Booker Prize est ouvert depuis 2014 seulement aux auteurs issus de l'ensemble du monde anglophone, alors qu'il était jusqu'en 2013 réservé aux romanciers britanniques, irlandais et ressortissants du Commonwealth. Donc il y a vraiment une ouverture vers les États-Unis. Oui. Et merci. Ben oui, ça donne envie de le lire. Ben oui, et surtout qu'on en avait parlé et on se demandait qui aurait ce fameux prix, et donc voilà, c'est sorti. On continue avec les actualités. Et d'ailleurs, à Toronto, deux choses dont on a parlé. Le 1er décembre prochain, l'Alliance française de Toronto et le Salon du livre de Toronto vous donnent rendez-vous pour une discussion sur l'adaptation littéraire au cinéma.
Et oui, On les a on inspirés. les a inspirés. Et comme on vous le disait, de très nombreux réalisateurs de cinéma tirent leur scénario d'œuvres littéraires, mais comment passe-t-il du texte à l'image? Le 1er décembre, la soirée portera sur les différentes réponses données à ce sujet par des cinéastes de renom et sur un cas limite, l'adaptation proposée par Jean-Paul Rapneau du très célèbre Cyrano de Bergerac. Et c'est Alain Vercollier, professeur émérite de l'Université de York, spécialiste de théâtre et du cinéma, qui animera cette soirée, elle-même suivie de la projection du fameux film Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Cette projection aura donc lieu à 20h30 le 1er décembre. Je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce qu'il s'agit de l'adaptation avec Gérard Depardieu? Je pense que c'est bien celle avec Gérard Depardieu. Excellent. Une très bonne adaptation d'ailleurs, je trouve personnellement. On va continuer en musique avec eh bien Michel Sardou, Une fille aux yeux clairs, la sélection de Lucie. We say yes. 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 Oui, 98.5 FM, the French radio of Halifax. Et c'était Youssou N'Dour et Néné Chéri pour le morceau 7 Seconds. 9h21 dans l'émission La Valise littéraire et on arrive dans le vif du sujet. Et oui, la littérature jeunesse. Alors bon, eh bien, on a voulu vous faire un petit historique, d'où vient la littérature jeunesse, comment ça a paru, quand, pourquoi, avec qui. Alors on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Et puis après, on pourra rencontrer eh bien, notre auteur, Shailene Rudenham. Donc pour commencer, eh bien, on ne parle pas uniquement de littérature réservée à la jeunesse, c'est aussi bien adressé aux parents qu'aux enfants. D'ailleurs, la plupart des livres qu'on prend, on peut voir toujours un double sens Il y a toujours deux messages en général. pour les adultes et les enfants. Donc, si on devait faire un petit retour dans l'histoire, ben, voilà ce qu'on pourrait dire de la littérature jeunesse. Le premier livre destiné à un enfant est le titre Les Aventures de Télémaque, et c'était en 1699, donc au XVIIe siècle, vraiment fin XVIIe siècle, de Fénéléon. C'est avec Jeanne-Marie Leprince de Beaumont que sont écrits les premiers contes spécifiquement destinés à la jeunesse, et à la même époque, le jeune public s'approprie les Gulliver, Don Quichotte et bien sûr Robinson Crusoe, recommandé bien sûr par Rousseau. Et puis au 19e siècle, c'est là qu'apparaissent les livres d'éducation pour les jeunes. Et c'est Louis Hachette qui investit le premier dans l'édition de loisirs à partir de 1850. C'est le développement des voyages qui lui donne l'idée d'implanter des kiosques dans les gares, dans lesquels il vendra à partir de 1853 7 collections destinées aux voyageurs, dont une seule à couverture rose pour enfants. Et cette collection durera longtemps avec des auteurs tels que la Comtesse de Ségur, dont on a parlé dans le quiz, ou alors Zénaïde Fleuriot. Et puis ensuite, cette collection, on l'a appelée la Bibliothèque Rose et elle se compose de différents héros. Et puis cette bibliothèque a eu une suite qui s'est appelée la Bibliothèque Verte. On a la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte. Ensuite, en 1843, c'est Jules Hetzel qui publie le livre qui a pour titre Nouveau magasin des enfants. En 1864, il publie le magasin d'éducation et de récréation qui est destiné à la lecture en famille. Et le projet est en fait de faire collaborer des savants, des écrivains et des illustrateurs dans le but de réconcilier la science et la fiction et ainsi de mettre l'imagination au service de la pédagogie. En 1870, on assiste à une multiplication des titres et des éditeurs. C'est l'époque des romans à succès. D'Hector Malot et son Sans-Famille, à Erckmann, Chatrian et l'ami Fritz. On connaît aussi Le Petit Lord Fauntleroy de Frances Hodgson. Vraiment énormément de succès sans précédent pour tous ces romans. Au XIXe siècle, oui. Et si on continue avec le XXe siècle, eh bien, l'engouement pour la littérature jeunesse continue mais semble faiblir. Apparemment, ce serait à cause de facteurs économiques. Bref, l'explosion de l'image d'Épinal et des recueils de contes en images, aussi bien que des recueils de textes patriotiques après 1914 et 1918, relance l'intérêt pour la lecture et du même coup pour ce qui deviendra l'ancêtre de la bande dessinée. Donc on est au tout début du XXe siècle. Dans l'entre-deux-guerres, il faut signaler en France le Père Castor de Paul Fauché. Il est connu celui-là. Oh oui, très connu. J'ai la chanson dans la tête maintenant. Les Contes du Chat Perché de Marcel Aimé et Le Petit Prince de Saint-Exupéry dont on a parlé pendant le quiz. Et quelques livres, bien sûr, de Jacques Prévert. Tiens, on n'en a pas parlé lui aussi. Mais oui, souvent.
Et tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, Madeleine Guédou et Louis Mirmand auront l'idée d'utiliser du simple papier journal pour imprimer des livres à coût réduit qui permettront de multiplier les publications dans la bibliothèque verte et la bibliothèque rose chez Hachette. Donc on faisait des petites économies. Oui, hein, il fallait se serrer la ceinture entre les deux guerres mondiales. En 1970 plutôt. François Ruy Vidal, avec l'aide d'Arlin Quist, aborde des thèmes jusqu'alors plutôt réservés aux adultes et considère qu'il n'y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. Alors forcément, Françoise Dolto a critiqué cette version des choses, n'était pas tout à fait d'accord, mais c'était cette façon de dire que la littérature est pour tous, n'importe quel son sujet. Ouais, Françoise Dolto, c'est une pédopsychiatre assez reconnue en Europe. Et à la fin du XXe siècle, avec une liberté plus grande pour les auteurs et les illustrateurs, dès le début des années 80, la littérature humoristique cesse d'être marginale, comme avec Marcel Aimé, et voit les jeux de mots de Pierre-Élie Ferrier, Le Prince de mots tordus ou encore Le Monstre poilu, dont l'insolence maîtrisée sera appréciée jusque dans des écoles primaires et chez des orthophonistes apparaître. À la même époque, pour amener les préadolescents amateurs de jeux vidéo à se rapprocher du livre, on va voir fleurir une nouvelle variété de romans pour les lecteurs zappeurs. Et les livres dont vous êtes le héros vont de plus en plus se développer. Et on a l'impression d'être l'auteur d'un jeu de piste. D'une aventure. D'une aventure, oui. Et puis bien sûr, si on continue avec fin du 20e siècle. Je suis début du 21e ce soir. On a bien sûr les Harry Potter qui marquent aussi un tournant dans la littérature jeunesse. C'est rendu très public. Donc voilà pour ce tour d'horizon de l'historique jeunesse. Et puis nous, ce soir, on va vous parler d'une auteure du coin. C'est Shelley Rotherham qui fait de la littérature jeunesse plutôt pour les tout petits, pas préadolescents, vraiment les plus jeunes. Et puis une petite biographie de Shelley avant qu'on lui donne le micro. Alors elle a suivi ses études à l'école secondaire où ensuite elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires et a travaillé pour une compagnie d'assurance vie. Cependant, quand son aîné a débuté l'école, Shelley s'est sentie appelée à devenir enseignante et c'est ce qu'elle est pour le Conseil scolaire acadien provincial depuis 1997. Depuis qu'elle est devenue enseignante, elle a obtenu une maîtrise en éducation en 2005 et une certification en intervention précoce en lecture et en écriture. Elle a écrit sa première histoire suite à un concours de Noël pour adultes qui était proposé par le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Elle y a participé et elle a gagné. Puis elle a écrit sa deuxième histoire après que ses élèves de 3e année lui aient demandé de leur lire une autre de ses histoires. Le reste s'est déroulé très naturellement puisque pendant son congé déféré de 6 mois en 2014, elle a écrit encore plus. Et les enfants comme les plus grands démontrent un grand intérêt pour la série de livres de Shelley. Ces livres captivent tout en ressortant le meilleur de tous. Et cela fait en tout... ça permet de toucher les différentes cultures, la diversité, le temps et l'intérêt des garçons et des filles. Dernièrement, ces livres ont gagné le prix Mom's Choice Award à l'automne 2015 et se retrouvent maintenant dans plusieurs écoles du Canada, ainsi que dans 2 en Afrique et dans les bibliothèques et librairies de la ville. Pour plus de renseignements, on va marquer sur la page Facebook de la radio le site internet de Shelley Rotherham pour avoir justement la liste de tous ces livres. Et puis avant de lui donner le micro, dernière petite chanson, on écoute Louane, J'ai envie jeune. Et on continue ce soir sur 98.8 FM.5 avec Shelley Rotherham. Donc bonsoir, merci de venir à la radio. Bonsoir, au plaisir. Alors on a plusieurs questions à vous poser parce qu'avec l'événement du Salon du Livre francophone à Halifax qui se déroule ce week-end, où on pourra d'ailleurs vous rencontrer, il me semble. Oui, à quel moment vous serez présente? Demain soir, vendredi soir, je serai là à partir de 4 heures, mais je crois que le salon ouvre ses portes à 5 heures. Mm-hmm. Puis ensuite, samedi, ce sera tôt, 8 heures du matin. Donc toutes les personnes qui nous écoutent ce soir auront peut-être la chance de vous croiser vendredi. Ah oui, bien et samedi. sûr, oui.
Alors, bah oui, on a plusieurs questions. Est-ce que vous êtes bien contente de participer à ce salon du livre? Quelle émotion ça vous apporte? Je trouve que c'est valorisant de participer. J'ai participé l'année dernière aussi, puis ouais, ça valorise le fait que j'ai écrit toute cette série-là. Oui, puis j'aime rencontrer d'autres auteurs aussi, comme j'avais fait Word on the Street en septembre. C'est vraiment intéressant, puis de parler aux gens aussi. Vous aimez rencontrer les personnes Oui. qui lisent? Oui. Qui lisent et qui ont de l'intérêt à écrire aussi des histoires, puis ils me posent des questions. Mm. C'est le rendez-vous à Halifax chaque année, alors. Oui, oui. Et alors, on a un peu plus aussi de questions en ce qui concerne vos méthodes, comment vous écrivez, à quel rythme, du début à la fin d'une histoire, comment ça se passe? Quand j'ai quelque chose dans la tête, avec l'écriture ou avec n'importe quoi d'autre, et je me sens inspirée, je me sens comme si je veux tout faire comme aussitôt que possible. Alors, je travaille très fort et je mets beaucoup de temps. C'est comme ça que c'est arrivé avec les livres aussi. Puis avec la série Les Aventures des anges terrestres vertueux. Alors, oui, c'était une période très intense, commençant vraiment quand j'ai commencé mon différé le 1er février 2014. C'était presque sans arrêt. On est allé en Floride pour un mois. Ça fait ça, c'était comme un peu de repos, mais autre que ça, mes journées entières étaient passées à écrire, puis apprendre certaines choses, puis faire des décisions comme est-ce que j'allais autopublier ou aller avec une maison d'édition, puis toutes sortes des illustrations, noir et blanc, juste des grands livres, des petits livres, le format, tout ça, ça fait, oui. Et une fois que vous avez l'idée en tête, c'est du non-stop tous les jours? C'était parce que souvent, pour les livres, je me sentais inspirée, alors les idées me venaient soit dans le milieu de la nuit ou tôt le matin. Ça fait là, si je commençais à avoir des idées, j'écrivais les idées tout de suite. Puis ensuite, je continuais. Ça faisait pas de différence à quelle heure que c'était là. Je continuais, puis ça fait, ouais. Tant que vous aviez ça en vous, il fallait que ça sorte. Oui, exactement, oui. Et donc, vous étiez inspiré par des faits, mais est-ce qu'il y a également des auteurs qui vous ont inspiré? Comme livre d'enfant, j'aime les livres de Robert Munsch. Mais c'était pas son style que j'ai utilisé, c'était juste, je voulais, en 2013, au mois d'août 2013, je me sentais vraiment un très grand sentiment de vouloir partager la compassion d'une façon ou d'une autre. Et je pensais à ce moment-là que j'allais peut-être faire un club de compassion à l'école où j'enseignais. À ce temps-là, c'était l'école Beaubassin. Mais c'est seulement cette année que ça se réalise, le club de compassion avec les enfants. Ça fait l'inspiration. Ah oui, c'était vraiment l'idée de partager la compassion qui m'a inspirée à écrire tous ces livres ici. Mais ce qui a déclenché l'écriture, c'était le concours, comme vous avez mentionné, dans le Franco. Parce que mais ça faisait tellement d'années que je faisais participer mes élèves dans ce concours-là, mais c'était la première fois que j'avais remarqué que c'était ouvert aux adultes. Et alors, ce samedi matin-là, j'ai écrit l'histoire, la dernière touche pour un Noël joyeux. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de personnes autres qui vous ont inspiré d'auteurs. C'était surtout cette envie que vous aviez au fond de vous de vous lancer et de participer au concours. Oui, c'est ça qui a déclenché l'écriture. C'était quand mes élèves ont demandé que je leur lise une autre histoire, une de mes histoires. Je n'avais pas une autre histoire. Alors, je suis retournée le jour de la Saint-Valentin pour leur lire cette histoire ici. Un sourire dans le cœur. Ouais. Et quel sentiment ça vous apporte d'écrire? Quel plaisir, quelle joie, quelle difficulté vous avez? Est-ce que c'est un plaisir? OK. Ça fait... Il y a beaucoup de satisfaction et aussi c'est comme thérapeutique d'une façon. J'avais commencé à écrire comme des poèmes en 2009 quand ma mère était très malade. C'était satisfaisant et thérapeutique et ça commençait de la même façon, là, 4 ou 5 mots qui me venaient, puis ensuite je continuais à écrire.
Mais là, avec les histoires, en écrivant tellement d'histoires dans peu de temps et en mettant tellement d'énergie là-dedans, c'est très satisfaisant quand on est capable de produire des livres. Et on communique avec tellement de personnes. Et j'ai fait de la recherche aussi en ligne juste pour quelle sorte de choses est-ce que je devrais avoir dans les livres. Et je ne peux pas nommer toutes les personnes qui m'ont aidé, juste d'une façon ou d'une autre, avec la correction, les idées, ou même avec le conseil scolaire acadien provincial. Quand je suis allée les voir, c'était au printemps 2014, avant que les livres étaient publiés, mais je leur ai montré les manuscrits, puis ils ont dit qu'ils étaient intéressés déjà à voir les livres sur le bureau du manuel scolaire. Alors, ça c'est tout valorisant, puis c'est tellement bien d'avoir tout cet appui-là. Et donc, c'est initialement comme, une thérapie de vous lancer, d'écrire ce qui vous passe par la tête pour vous soulager et après, au fur et à mesure, transformer ces mots en phrases. Et c'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Puis, quand on ne sait pas on s'attend pas que ça va arriver, ensuite ça arrive. C'est vraiment intéressant, puis ça sent bien, oui. Bon. On apprend plein de choses, hein, Lucie. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu veux continuer à poser quelques questions? Oui, on va reparler des livres justement, et ce sont des livres pour enfants, et souvent dans les livres pour les jeunes, il y a des illustrations. Et vous, du coup, pour les illustrations, comment vous avez choisi les illustrateurs et les illustrations? J'aurais aimé être capable d'illustrer faire des illustrations pour mes propres livres, mais j'ai vu que ça ne marchait pas, ça n'allait pas. Pourquoi? Donc, ce que je dessinais, c'était pas assez beau. Puis, ça fait là, j'ai demandé à ma fille Mélanie si elle voulait. Elle était à Toronto à ce temps-là, puis elle avait dit oui, puis je sais qu'elle ferait bien cela, mais elle n'avait jamais fait les illustrations pour des livres d'enfants. Ça fait qu'elle ne connaissait pas les étapes pour que ça vienne à cette étape-là. Puis là, la conseillère que j'avais pour 1 an m'a donné le nom de Adam Murray, qui demeure au Texas. Et j'aimais son style, et elle a dit qu'il pouvait copier le style des autres. Alors, je lui ai montré les illustrations que ma fille Mélanie avait faites pour 3 des livres. Et elle a dit oui, il pouvait les copier, puis j'étais vraiment satisfaite avec ce qu'il avait fait. Ça fait les 3 premiers livres qui ont été imprimés en décembre 2014. C'est le style à Mélanie qu'il a utilisé. Mais les 3 derniers livres qui ont été publiés au mois d'août 2015, plusieurs des illustrations sont les illustrations de ma fille Mélanie. Puis il a ajouté comme la couleur et tout ça. Et puis, vous avez donc fait travailler un peu votre famille, puisque justement toutes ces couvertures, on peut les voir sur votre site internet, shellyroderham.com. Et c'est votre beau-fils qui a fait ce site. Oui, c'était le mari à Mélanie. Il n'était pas marié dans le temps, mais maintenant, oui. Puis il a passé beaucoup de temps à faire mon site web. Ça lui a pris comme 1 mois entier à juste travailler sur ça. Et j'étais vraiment satisfaite avec le site web qu'il a créé pour moi. Oui. C'est toujours plus facile de travailler en famille en général. Oui. Et pour revenir un petit peu à justement la littérature, quels seraient les 3 mots que vous pourriez utiliser pour décrire la littérature que vous souhaitez transmettre? Les mots que j'ai, c'est inspirationnel. C'est la sorte de livre que j'aime lire aussi. Inspirationnel, compassion et paix. Et je mentionne respect aussi. Des livres respectueux, qui développent le respect. Et du coup, comment vous faites ça? Est-ce que c'est à travers dans vos histoires, justement? C'est souvent des histoires où les jeunes sont mis en face de situations où on leur demande d'être respectueux, d'être inspirés? Dans mes histoires, dans chacun de mes histoires, vous avez mentionné avant l'entrevue que vous faites avec moi que les personnages sont des enfants puis sont des héros. C'est comme ça dans toutes mes histoires, parce que les enfants peuvent s'identifier avec le personnage dans l'histoire comme ça. Et dans chacune des histoires, le personnage principal montre, comment avoir de la compassion, respectueux, et comment motiver les enfants surtout, mais les autres à agir quand ils ont des bonnes idées. Alors, quand je lis des histoires au groupe de jeunes,
même les adultes, j'ai remarqué les réactions que j'apprécie, c'est que ça leur touche d'une façon. Et quand j'ai lu à l'école Beaumarais, j'étais vraiment satisfaite avec la façon que cela a été parce que le but de ceci, c'était de partager la compassion. Et ça fait, c'est comme ça que mes sessions ont terminé avec les enfants. C'était de parler de la patience ou de la gentillesse. Finalement, c'est aussi des principes qui marchent pour les adultes. Oui, oui. Et justement, est-ce que vous êtes intéressé à écrire pour les adultes ou un autre genre littéraire? Je suis pas tellement intéressée à écrire pour les adultes. Les poèmes comme j'avais mentionné plus tôt, c'est peut-être plus pour les adultes, mais je ne les publie pas vraiment. Peut-être un jour. Un prochain projet. Moi, quand je suis en congé et j'ai la chance de lire, j'aime lire des livres d'aventure basés sur des vraies histoires, mais les livres que j'ai lus surtout dans ma vie adulte ou depuis l'école secondaire, c'était des livres inspirationnels. Oui. Donc peut-être un de vos poèmes sera un recueil de poèmes inspirationnels, peut-être. Oui. Ça peut être une bonne idée. Et si justement on a envie de se lancer dans l'écriture, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à tous ces personnes qui se retrouvent comme vous un moment à avoir envie d'écrire, mais comment faire finalement? Quels conseils vous pourriez donner? Ça se donne que dans les derniers mois et même encore cette semaine qu'il y en a qui m'ont posé des questions de comment faire ou ce qu'ils doivent faire. Puis j'apprécie ça, qu'ils me posent les questions. Mais je leur dis aussi, mes conseils seraient si quelqu'un se sent inspiré d'écrire une histoire ou n'importe quelle autre sorte de texte, d'écrire les idées qui viennent à eux pendant que l'énergie est encore forte, pendant qu'ils ont encore ces idées-là et le vouloir de le faire. Même s'ils se fatiguent, parce que c'est fatigant quand tu dépenses tellement d'énergie à faire ça, juste de continuer. Et si c'est une histoire fictive comme les miennes, juste de penser qui est la cible de l'histoire, est-ce que ça va capter leur intérêt? Faites lire votre histoire par plusieurs personnes en qui vous faites confiance pour avoir leurs opinions, peut-être des jeux de mots, quelque chose comme ça, sont un peu différents. Aussi, quand on pense que l'histoire ou le texte est terminé, ce n'est pas terminé. C'est encore beaucoup d'efforts. Après ça, beaucoup de temps, ça fait aussi de faire relire l'histoire. On relit nos histoires aussi, mais de le faire lire par quelqu'un d'autre pour l'édition, pour la correction et à quelques reprises, parce qu'il y a toujours des petits changements qu'on veut. Puis ensuite, ça prend un regard extérieur. Oui, c'est ça. Puis de ne pas lâcher. Il y aura des obstacles de toutes les sortes, de continuer jusqu'à ce que ça soit publié, parce que vous avez été inspiré pour écrire quelque chose ou créer quelque chose, une œuvre d'art, que ce soit. C'est un cadeau en soi d'avoir eu cette inspiration-là. Alors, ça devrait être partagé. Et puis vous allez nous partager une chanson, en fait, que vous avez choisi Jodassin, Le Café des Trois Colombes. Pourquoi? Ça, c'est parce que moi, j'aime cette chanson-là, mais ma mère aimait tellement cette chanson-là. Et ça fait, j'ai pensé que ça serait bien de jouer cette chanson-là. Puis j'ai pensé à ma mère parce que je sens qu'elle est souvent là quand j'écris, puis elle voulait toujours écrire un livre, mais elle n'a jamais publié de livre. Alors, même quand j'écrivais mes histoires, je pensais, OK, elle est avec moi, puis elle est en train qu'elle aimerait, qu'elle aimait voir cela. Ça, c'était un sentiment que j'avais. Et oui, dernièrement, le 15 octobre, ma fille s'est mariée, puis elle ne pouvait pas être avec nous. Ma mère ne pouvait pas. Et ça fait, puis là, j'ai une fille qui attend un bébé, une autre fille qui attend un bébé bientôt. Alors, tout ça ensemble, comme je pense à ma mère et tout ça, ça fait
ma famille, mes sœurs, on pensait que c'était une très bonne idée de choisir cette chanson-là. On va l'écouter et on se retrouve juste après pour une lecture d'un extrait de poème. Oui, 98.5 FM, le rendez-vous de la francophonie. 21h53, vous êtes dans l'émission La Valise littéraire et on est avec Shelley Rudderham. Et on va terminer cette entrevue. Merci beaucoup Shelley d'être venue parmi nous. Et on vous a demandé si vous voulez bien lire un passage, un extrait ou un poème de l'une de vos œuvres. On vous écoute. Ceci, c'est un extrait du livre Un poème qui a changé un village dans un temps lointain. Ça fait c'est parle bien de toi-même. Ben, peut-être je devrais expliquer le contexte avant. Ça fait c'est deux jeunes qui se parlent, puis avant leur village, tout allait bien, il y avait de l'harmonie, du respect, tout allait bien. Et là, peu à peu, ça allait mal. Alors, les deux jeunes se sont parlé pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que ça aille mieux. Alors, l'ami a suggéré que Angela écrive un poème, parce qu'elle écrivait des poèmes. Alors, ça, c'est le poème, le premier poème qu'elle avait écrit. C'est « Parle bien de toi-même, parle bien des autres. Il n'y a rien qui t'arrête, sauf tes propres mots. Parle bien de toi-même, parle bien des autres. Fais ta part de bonheur dans ce monde. Veux-tu vraiment te causer de la peine? Veux-tu vraiment causer de la peine aux autres? Nous sommes tous liés. Un bon cœur, un beau mot, un beau geste vont beaucoup plus loin à apporter la joie et l'amour, autant dans ton esprit que dans l'esprit de tout le monde entier, cet esprit par lequel nous sommes tous liés. Répare tes offenses, continue en paix, c'est ce que je vous souhaite. Alors, dans cette histoire ici, Gabriel et Angela ont apporté leur idée comme au centre communautaire et ils ont lu leur poème, puis c'était bien reçu. Alors, Angela a été demandée d'écrire d'autres poèmes et l'histoire continue comme ça. Et l'histoire a une bonne, comme ça finit bien. Et là, je pose toujours une question de réflexion à la fin. C'est, est-ce que les gens dans tes alentours sont toujours respectueux avec leurs paroles? Puis la deuxième question, c'est, et toi? Et ça, c'est tout. Merci beaucoup, Shelley. Merci beaucoup d'être venue à notre émission. On va repartir en musique avec Laurent Voulzy et Le Soleil donne. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Et encore merci. Et si vous voulez voir Shelley, rendez-vous au Salon du Livre dès samedi 8h du matin. Ça aura lieu au Maritime Hall du Halifax Forum. L'entrée se fait du côté de la rue Almone. Et on vient d'écouter Le Soleil donne de Laurent Voulzy. Eh bien, ça donne envie d'écrire, hein, tout ça, de recevoir une auteure de littérature jeunesse. C'est toujours inspirant et toujours plein de moralité, de compassion, de paix. Donc, on pourra retrouver donc Shelley Rudderham pendant le Salon du Livre en cette fin de semaine à Halifax. Donc, vendredi et samedi, elle sera présente au salon. Puis, il y a également dimanche où toute la journée, le salon aura lieu. Et puis, vous pourrez également nous retrouver. La radio communautaire et ses animateurs et bénévoles sera présente au Salon du Livre, donc de vendredi à dimanche. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur le programme de ce qui se passe au Salon du Livre, rendez-vous sur francofest.ca ou sur la page Facebook du Conseil communautaire du Grand Havre. Et nous, on vous souhaite bien une bonne semaine, des bonnes lectures, et puis peut-être à ce week-end, enfin on l'espère. Et sinon, à la semaine prochaine.